Hubert Selby fait peur, et à juste titre car il a écrit des œuvres sombres et difficiles à ne pas mettre entre toutes les mains. Né à Brooklyn en 1928 et mort à Los Angeles en 2004, il a été décrit comme le soleil noir de la littérature américaine. À 16 ans, il s'engage dans la marine marchande et aurait pu devenir une sorte de Jack London, mais le sort en a décidé autrement. Il va contracter la tuberculose et on ne lui donnera plus que 3 mois à vivre. Il est hospitalisé pendant 4 ans. Et après de multiples opérations chirurgicales, il va rester mutilé, insuffisant respiratoire et morphinomane. Sa santé ne lui permettant plus aucun travail physique, il est donc obligé de se mettre à écrire pour vivre. Selby vit dans les bas-fonds de Manhattan. Alcoolique, héroïnomane et tuberculeux, il cumule tous les attributs de l'écrivain maudit. Il va mettre 7 ans à écrire un recueil de nouvelles sur l'extrême violence qui l'entoure, Last Exit to Brooklyn, qui sera publié à 3 millions d'exemplaires. Il récidive avec 2 autres romans, Le Démon en 1976, puis Retour à Brooklyn en 1978. Ces 2 œuvres sur Brooklyn donneront lieu à des films à succès, mais cette audience ne donnera pas à Selby la reconnaissance des milieux littéraires, et même après la publication du Saul en 1998, il restera un écrivain pauvre et isolé. Mais derrière le monstre, il y a un homme fragile, travailleur, qui, sans aucune syntaxe au début, apprend peu à peu, avec l'énergie des grands écrivains, à mettre en forme son œuvre. Sa comédie humaine, à lui, c'est le sous-monde new-yorkais. Son style a été comparé à celui de Ferdinand Céline, mais sans le renier, lui préfère parler de Beethoven. Terrifié par sa propre écriture, il va peu à peu apprivoiser la rage qui en était le moteur et arrêter de résister pour se glisser à l'intérieur de ses personnages et voir le monde à travers leurs yeux. La littérature de Selby reste sombre du premier au dernier roman, certes, mais elle évolue. Alors qu'il décrivait le mal sous tous ses angles, il essaie, à la fin de son œuvre, de parler de la solution et des moyens d'y parvenir. Harry White est jeune, beau, élégant. Il réussit en affaires. Vice-président d'une société américaine, il est entouré par sa famille, il a une belle maison, des relations, une carte du country club. C'est le représentant parfait de l'American Dream. Nous ne sommes plus ici dans les bas-fonds de Brooklyn, nous sommes dans une classe aisée américaine. Le style et l'assurance de Harry White font envie. C'est un séducteur. Il aime les femmes, si possible mariées pour ne pas s'y attacher. Le refus de Harry de fonder une famille égratigne l'image idéalisée. Heureusement, les inquiétudes du lecteur vont pouvoir s'estomper dès ce premier acte. Mais l'addiction de Harry pour le sexe persiste et va dans le deuxième acte lui faire franchir le seuil tout d'abord de la honte, au risque de perdre son statut social, puis celui du mal, au risque de se perdre lui-même. Dans le troisième et dernier acte, Selby va encore plus loin, et le bon père de famille va glacer le sang des lecteurs en devenant un Frankenstein dont le sort dorénavant ne peut plus être discuté par personne, même par lui. Le Démon est certainement le roman le plus abouti de Hubert Selby. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, c'est un véritable opéra en 3 actes. La tension va grandir peu à peu pour atteindre son apothéose avec une fin digne de Don Giovanni. La question lancinante, lors de la lecture des 2 premières parties, est comment Harry, qui a tout ce que la plupart désirent avoir, peut-il prendre le risque de tout perdre à cause de son addiction ? Selby nous parle en fait de toxicomanie et de dépendance, et de ce gouffre qui existe en chacun de nous, un sujet qu'il connaît bien, peu compatible avec toute logique de préservation. En lisant Le Démon, on songe au roman de J.L. Stevenson. Harry est un magnifique Dr Jekyll, et comme le dit Nabokov à son propos, il ne se transforme pas réellement en Hyde,
mais dégage un concentré de mal à l'état pur qui devient Hyde. C'est un mal qui l'habitait déjà plutôt qu'une métamorphose. Ce mal niché dans la bourgeoisie victorienne pour Stevenson est également présent dans la upper class américaine pour Selby. Les lecteurs américains l'ont bien perçu. Épouvantés, ils ont immédiatement rejeté ce roman à sa parution, car ils ont compris que Harry était bien un des leurs. Il n'est plus question, comme dans les romans précédents, de violence des bas quartiers, de junkies et d'exclus de la société. Ici, il est question du démon qui habite chacun d'entre eux, chacun d'entre nous. Décidément, Hubert Selby ne connaîtra jamais le succès et la gloire littéraire. Pour son grand retour à la littérature, après quasiment 2 décennies d'absence, il parvient à fâcher tout le monde. En écrivant Le Saule, il n'avait manifestement que faire ni du confort d'un lectorat européen qui l'adule pour son audace, ni de celui de ses détracteurs qui s'en effraient. Les premiers se sentent trahis et reprochent au roman une fin trop angélique. À l'inverse, les lecteurs qui n'acceptent pas la violence vont lui reprocher la première partie, bien trop éprouvante. Effectivement, tourner les premières pages de ce roman équivaut à plonger par surprise dans un gouffre tapissé des monstres les plus effrayants. Cette descente aux enfers rappelle bien les premiers textes de Selby. On retrouve le même cadre, celui du monde des exclus, ici les quartiers pauvres du South Bronx. Bobby est un adolescent noir qui vit avec sa mère et Maria, sa fiancée, une jeune fille d'origine hispanique. La violence urbaine ensuite, avec l'agression effroyable que subissent Bobby et Maria dès le début du roman. Enfin, la syntaxe, typique de ses premières œuvres, qui revient ici au premier plan, avec l'utilisation incessante de répétitions, d'argot et de ponctuation fébrile, avec des salves de points d'interrogation ou de suspension. Les pages du roman où s'expriment la vélocité et la cruauté du jeune Bobby, aveuglé par son désir de vengeance, sont parmi les plus belles. Le roman évolue avec l'apparition d'un clochard mystérieux, Moïché, survivant des camps de concentration, qui vit reclus dans un squat luxueux et parle, lui, d'une alternative à la violence, montrant à Bobby la possibilité d'une évolution. On peut suivre dans ce roman le propre parcours de Selby, qui dans sa vie est passé d'un Bobby, survivant magnifique dans un monde sans issue, à un Moïché qui incarne la mémoire et parle de pardon et de rédemption. Pour une bonne nouvelle ou un moment de bonheur, on rit et on pleure. Mais quand la mort se change en vie, là, il n'y a plus de mots, il n'y a que des larmes. Et c'est comme de l'eau douce qui coule dans la gorge pour étancher la soif du cœur. Ah si, il y a un mot. Merci. Oui, merci, merci.